Papa, finalement. Les médecins disaient que tu n'allais plus jamais te réveiller. J'ai tout vendu, la maison, les voitures, même tes bijoux. J'ai réussi à récupérer 2,3 millions d'euros. Voilà les premières paroles que mon fils Mathieu m'a dites quand je me suis réveillé du coma après 3 mois d'hospitalisation en état critique. Il ne m'a pas dit que je suis content que tu sois réveillé, papa. Il ne m'a pas dit tu m'as manqué. Il m'a annoncé, rayonnant de bonheur, qu'il avait vendu toute ma vie en pensant que j'étais mort. Ma maison de 1,8 million d'euros à Neuilly-sur-Seine, où j'ai vécu 30 ans, vendue 1,4 million pour une vente rapide. Mes 3 voitures de collection que j'avais restaurées de mes propres mains, vendues à la moitié de leur prix. Les bijoux de ma défunte épouse Françoise, donnés à un prêteur sur gage. Et le pire, il avait dit aux acheteurs que j'étais décédé pour éviter les complications légales. Mais ce que Mathieu ne savait pas, c'est que j'avais tout entendu pendant le coma. Chaque conversation, chaque plan, chaque célébration de ma mort. Et maintenant que j'étais miraculeusement vivant, j'allais lui donner la leçon la plus dure de sa vie. Une leçon sur les conséquences, sur la responsabilité, sur ce que signifie détruire la vie de celui qui vous aime. Une leçon qui le transformerait d'un parasite gâté en un vrai homme. Parce que quand vous découvrez que votre propre fils célèbre votre mort et vend votre vie entière par cupidité, vous avez 2 choix, le détruire ou le sauver. J'ai choisi de le sauver, à travers l'éducation la plus douloureuse qu'un père puisse donner. Avant de continuer cette histoire qui va vous émouvoir profondément, je vous demande de liker cette vidéo maintenant, de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy en activant la cloche et de commenter en écrivant votre ville. Cela m'aide énormément à partager des histoires qui peuvent transformer des familles. Mon nom est Henri Dubois. Voici l'histoire de comment mon fils a essayé de m'enterrer vivant et comment je l'ai sauvé de lui-même. Une leçon qui a changé nos vies à jamais. Mon histoire a commencé en 1970, quand je suis arrivé à Lyon à 22 ans, venant d'un petit village de Provence. Mon père, Pierre, était cultivateur de lavande. Ma mère, Marguerite, vendait des savons artisanaux au marché local. Nous vivions dans une maison de pierre centenaire avec mes 3 frères, sans chauffage central, sans eau chaude. L'hiver, nous cassions la glace pour nous laver. « Henri, m'a dit mon père le jour du départ, à Lyon tu peux construire quelque chose de grand. Ici nous resterons toujours de petits agriculteurs. Je suis parti avec 500 francs en poche et un rêve, avoir ma propre entreprise. J'ai dormi à la gare de Lyon-Pardieu les premières semaines, mangeant du pain rassis que les boulangeries jetaient. J'ai trouvé du travail dans une métallurgie, soudant des pièces 10 heures par jour pour 800 francs mensuels. Je vivais dans une chambre de 8x2 à Vaux-en-Velin, partageant la salle de bain avec 6 personnes. Je n'avais pas de réfrigérateur, je mangeais des conserves froides et des pâtes tous les jours. Mais j'économisais chaque franc, rêvant de mon garage. J'étudiais la mécanique le soir dans des cours gratuits, notant tout ce que j'apprenais au travail. En 3 ans, je connaissais toutes les marques de voitures par cœur. En 1975, j'ai acheté mon premier garage, un hangar de 40 mètres à Villeurbanne pour 25 000 francs financés sur 10 ans. C'était petit, humide, sans équipement moderne, mais c'était à moi. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. J'étais mécanicien, vendeur, comptable et homme de ménage. Je dormais au bureau pour économiser le loyer. En 1978, j'ai rencontré Françoise à un salon automobile de Lyon. Elle était vendeuse, dans une concession Renault, brune aux yeux verts, tout ce que j'admirais. Intelligente, travailleuse, indépendante. Ses parents, bourgeois lyonnais, ont essayé de l'empêcher de fréquenter un mécanicien de banlieue. Mais Françoise a choisi l'amour. Nous nous sommes mariés en mai 1979, dans une cérémonie simple. Ses parents ne sont pas venus,
Mathieu est né en septembre 1980. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai promis qu'il aurait tout ce que je n'avais pas eu. Éducation, confort, sécurité. Entre 1979 et 1990, j'ai construit le garage du bois. D'un employé, je suis passé à 5, puis 15, puis 30. Françoise s'occupait de la comptabilité. Je supervisais les réparations et cherchais de nouveaux clients. Nous avons acheté notre première maison en 1985. Un pavillon de 105 mètres brasse à caluire et cuire. Mathieu avait sa propre chambre, des jouets importés, des vêtements de marque. En 1995, j'ai ouvert un deuxième garage. En 2000, un troisième. Le garage du bois est devenu une référence à Lyon. 45 employés, 3 garages, des contrats avec des flottes d'entreprises. En 2005, quand Mathieu avait 25 ans, Françoise a découvert un cancer des ovaires. Elle s'est battue pendant 2 ans, subissant chimiothérapie et opération. J'ai réduit mon travail pour m'occuper d'elle. Françoise est décédée un matin d'automne 2007. Mathieu avait 27 ans, et moi, 59, avec un empire automobile et un fils qui était ma seule famille. Après la mort de Françoise, j'ai compensé la douleur par une générosité excessive. Mathieu voulait quelque chose. Je l'achetais immédiatement. Appartement de 120 mètres dans le centre de Lyon. 400 000 € sans hésiter. Audi A6 neuve, 55 000 €. Vêtements de créateur, carte sans limite. Argent de poche mensuel de 4 000 € pour les dépenses de base. Mathieu a obtenu son diplôme d'administration en 2008, mais n'a jamais travaillé sérieusement. Il passait d'entreprise en entreprise comme consultant freelance, restant maximum 6 mois à chaque poste. Il avait toujours des excuses, clients difficiles, projets mal planifiés, collègues incompétents. Depuis 2010, il aidait à la gestion des garages. Il arrivait à 11 heures, restait jusqu'à 15 heures en pianotant sur son laptop, sortait pour des réunions stratégiques qui n'existaient jamais. Je payais 4 000 € mensuels pour qu'il fasse semblant de travailler. En 2018, Mathieu a commencé à sortir avec Amélie, une blogueuse lifestyle de 28 ans, avec 200 000 followers. Blonde platinée, toujours dans des spas, toujours en voyage, toujours en train d'acheter. Papa, Amélie est habituée à un certain niveau de vie. Je ne peux pas la décevoir, m'a dit Mathieu quand j'ai questionné les dépenses excessives. J'ai augmenté son argent de poche à 5 000 € mensuels. En janvier 2023, Mathieu m'a demandé 80 € pour investir dans une start-up d'application avec un potentiel immense. J'ai transféré sans questionner. En mars, 60 000 € de plus pour moderniser les équipements du garage. En mai, 100 000 € pour une opportunité unique dans l'immobilier. Total, 240 000 € en 5 mois. Quand j'ai demandé à voir les investissements, Mathieu avait toujours des explications. Ils sont encore en cours de finalisation. Les contrats sont chez les avocats. Il faut plus de temps pour mûrir. Les visites de Mathieu sont devenues purement financières. Il apparaissait quand il avait besoin d'argent, restait 1 heure, repartait en courant pour des engagements importants. Le 15 août 2023, en revenant de la maison de campagne à Annecy, où j'avais passé le week-end seul, Mathieu était trop occupé pour m'accompagner. Un camion a perdu le contrôle sur l'A6 et a percuté ma Peugeot de plein fouet. Impact à 110 km/h. Ma voiture a fait 3 tonneaux. J'ai été transporté en état critique à l'hôpital Édouard Herriot. Traumatisme crânien grave, 4 côtes fracturées, pneumothorax, lacération du foie. Docteur. Martineau, chef de réanimation, a convoqué Mathieu le 16. Les fonctions vitales de votre père sont stables, mais il est dans un coma profond. Cela peut durer des jours, des semaines ou des mois. Le pronostic est incertain. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois le 20, encore relié à des tubes et machines, la première personne que j'ai vue était l'infirmière Caroline, pas mon fils. « Monsieur Dubois, quel soulagement! Comment vous sentez-vous » ? Mon fils. « Où est-il » ? Il a été prévenu. Je suis sûr qu'il va venir bientôt.
Mathieu est arrivé à 18 heures, venant clairement du bureau, sans urgence apparente. « Papa, Dieu merci, comment tu vas ?»« Confus, j'ai mal. »« Mathieu, j'ai eu très peur. »« Oui, oui, bien sûr. »« Écoute, papa, je ne peux pas rester longtemps. J'ai un dîner d'affaires important ce soir, mais je reviens demain, promis. » Il est resté 20 minutes, consultant constamment son portable. Le lendemain, il n'est pas venu. Le troisième jour, il est venu à 16 heures. « Papa, désolé pour hier, j'étais en train de boucler un contrat important. »« Comment tu vas ?»« Mieux, rien que de te voir. »« Parfait. Écoute, les médecins m'ont expliqué ton état. Tu as eu de la chance, mais tu vas avoir besoin d'un repos total. » Il est resté 30 minutes, parlant surtout de ses projets d'entreprise. Le quatrième jour, il n'est pas venu. Le cinquième, il est arrivé à 14 heures avec Amélie. Elle portait des vêtements neufs très chers, un sac Hermès qui coûtait 8 000 €. « Monsieur Henry, quelle peur! Mais maintenant, tout va bien se passer, » a-t-elle dit en prenant des selfies discrètement. « Mathieu, il faut qu'on parle de l'entreprise, » ai-je essayé de dire. « Papa, ne t'inquiète pas pour ça maintenant, je m'occupe de tout. Mais, papa, tu dois te concentrer sur ta guérison. Laisse-moi les affaires. » Ils sont restés 40 minutes. Amélie a passé la moitié du temps à poster des stories sur les moments difficiles de la famille. Le 6e jour après mon réveil, vers 21 heures, l'infirmière Caroline a oublié de fermer complètement la porte de ma chambre. Mathieu et Amélie parlaient dans le couloir, pensant que je dormais à cause des calmants, erreur fatale. « Amélie, les médecins ont dit que papa pourrait rester comme ça des semaines, peut-être des mois à récupérer. » « Et comment font nos projets, chérie ? Nos projets ne changent pas. En fait, c'est peut-être le moment parfait. » « Comment ça ? » « Amélie, mon père a 75 ans. Cet accident était un avertissement. Il ne va pas durer éternellement. Mathieu, tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi pas ? Je suis réaliste. Et pendant qu'il est ici à récupérer, je dois organiser les choses. » « Quelles choses ? Les biens, l'entreprise, le patrimoine. Si quelque chose lui arrive, je dois être prêt. Tu as raison. Et en plus, ton père devenait très contrôlant ces derniers temps, questionnant toujours nos dépenses. Exactement. Amélie, il me traite comme un enfant à 43 ans, toujours à demander des explications, toujours avec des leçons de morale sur l'argent. Et si on avançait certaines choses? Comment ça? Je ne sais pas, organiser la documentation, peut-être transférer quelques biens. Amélie, tu es géniale. J'ai sa procuration depuis 2020. Je peux faire quelques transferts préventifs. Mais c'est légal? C'est de la prévoyance. S'il lui arrive quelque chose, au moins on n'aura pas de problème bureaucratique. Il planifiait de piller mon patrimoine pendant que j'étais hospitalisé. Le lendemain, j'ai fait semblant de dormir quand Mathieu est arrivé. Il n'est pas venu me voir. Il est allé directement parler au docteur Martineau. « Docteur, quel est le vrai pronostic de mon père ? Monsieur Mathieu, il récupère bien. Probablement une sortie dans 2 semaines. » Je vois. Eh bien, cognitivement, il va redevenir normal. D'après ce qu'on observe, oui. Pourquoi cette question ? C'est qu'il était un peu confus avant l'accident. Il oubliait des choses, répétait des histoires. Docteur Martineau a froncé les sourcils. « Je n'ai noté aucun signe de démence. Votre père semble lucide. » Ah, tant mieux. C'est que j'étais inquiet pour sa capacité à prendre des décisions importantes. Le médecin m'a raconté cette conversation des jours plus tard. Mathieu plantait des graines de doute sur ma santé mentale. 3 jours plus tard, j'ai intercepté un appel que Mathieu a passé depuis le téléphone de ma chambre, pensant que je dormais. « Maître Beaumont, c'est Mathieu Dubois. J'ai besoin de conseils urgents sur une procuration. Mon père a eu un grave accident. Il est hospitalisé et je dois protéger le patrimoine familial. Oui, j'ai sa procuration depuis 2020. Puis-je transférer des biens à mon nom pendant qu'il récupère, Maître Beaumont? Monsieur Mathieu, c'est techniquement possible, mais éthiquement questionnable si votre père est conscient. C'est qu'il est très confus, vous savez. Les médecins s'inquiètent des séquelles cognitives. Je vois, dans ce cas, il serait prudent de protéger les biens.
Exactement. Je passerai demain pour tout organiser. Le lendemain, 28 août, Mathieu n'est pas venu me rendre visite. Il était au cabinet de Maître Beaumont en train de transférer ma maison, mes voitures et mes comptes à son nom. L'infirmière Caroline m'a dit qu'il avait appelé. Mon père dort beaucoup à cause des médicaments. Mieux vaut ne pas le déranger aujourd'hui. Quand Dr Martineau m'a donné ma sortie le 2 septembre, j'étais physiquement rétabli, mais émotionnellement détruit. Je savais exactement ce que Mathieu avait fait, mais je voulais voir jusqu'où il irait. Je suis arrivé à la maison à 14 heures. Mathieu était là avec Amélie, célébrant quelque chose avec du champagne. « Papa, quelle surprise! Je pensais que tu ne rentrerais que demain. Ils m'ont libéré plus tôt. Je vais bien. » Amélie a rangé rapidement un dossier de documents. « Que c'est bien que vous alliez mieux, monsieur Henri. » Mathieu semblait nerveux. « Papa, je dois te raconter quelques trucs. Pendant que tu étais hospitalisé, j'ai pris des décisions importantes pour protéger notre patrimoine. » « Quelle décision? J'ai transféré quelques biens à mon nom. Tu sais comment c'est. Si quelque chose t'était arrivé, ça aurait été compliqué, bureaucratiquement. » « Je vois. Quel bien? La maison, les voitures, quelques comptes. Mais c'est juste temporaire pour la sécurité. Il avait volé toute ma vie et appelait ça de la sécurité. Dans les jours suivants, j'ai commencé à découvrir l'étendue de la trahison. Ma maison était officiellement au nom de Mathieu depuis le 29 août. Mes 3 voitures de collection Porsche 911 de 1985, Jaguar U-Type de 1967, Mercedes 300 SL de 1955, transférées à lui le 30 août. Mes comptes bancaires principaux, avec un solde de 890 000 €, également transférés. Quand je questionnais, Mathieu avait toujours des explications. « Papa, c'est juste par précaution. Si tu meurs, on n'a pas de problème de succession. » « Mais je ne suis pas mort, Mathieu. »« Non, mais tu as failli mourir, et à ton âge, n'importe quoi peut arriver. »« À ton âge. » Il parlait comme si j'étais un cadavre ambulant. Le 10 septembre, j'ai découvert que Mathieu avait mis la maison en vente. L'agent immobilier a appelé pour confirmer la visite. « Monsieur Mathieu, je confirme la visite demain à 14 heures pour la maison de Caluire et Cuire. » Quand je l'ai confronté, il a dit « Papa, cette maison est trop grande pour toi tout seul. J'ai pensé à quelque chose de plus petit, plus pratique. » Et où j'irai? Il y a des résidences pour seniors très bien, avec soins médicaux, activités, une maison de retraite. Il voulait m'interner en maison de retraite pour garder ma maison. « Mathieu, j'ai 75 ans, je ne suis pas un incapable. Papa, après l'accident, tu pourrais avoir besoin de soins spéciaux. » Le 15 septembre, j'ai intercepté une conversation téléphonique de Mathieu avec un acheteur. « Monsieur le maire, je peux descendre à 1,4 million si on conclut cette semaine. »« Oui, c'est bien en dessous de la valeur du marché, mais je dois vendre rapidement. Mon père est décédé récemment et je dois liquider l'héritage. » Il a dit que j'étais mort. À ce moment-là, j'ai pris la décision la plus douloureuse de ma vie. Mathieu devait apprendre les conséquences à travers la leçon la plus dure possible. J'ai appelé Maître Rousseau, mon vrai avocat depuis 20 ans. « Maître, j'ai besoin d'aide urgente. Mon fils vend mes biens en disant que je suis mort. »« Mon Dieu, Henri, c'est grave, on peut le poursuivre pour escroquerie. Je ne veux pas encore porter plainte, je veux lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. » Quel genre de leçon? Je vais faire semblant d'être vraiment mort et observer ce qu'il fait. S'il montre un minimum de remords ou de regret, j'arrête tout. S'il célèbre, alors il apprend les conséquences. Maître Rousseau a hésité. Henri, c'est risqué légalement. J'ai Dr Moreau, cardiologue ami depuis 15 ans. Il peut simuler ma mort pendant quelques jours. Et j'ai Monsieur Petit, directeur des pompes funèbres Père Lachaise, qui peut coopérer pour une bonne cause. Et si Mathieu célèbre vraiment? Alors il va apprendre que les actions ont des conséquences, la leçon la plus dure de sa vie. Nous avons tout organisé méticuleusement. Dr Moreau simulerait une crise cardiaque fatale, les pompes funèbres. Père Lachaise organiserait de fausses funérailles. Les médias locaux annonceraient ma mort. Mathieu penserait avoir complètement gagné.
Pendant ce temps, des micros dans sa maison, sa voiture et son téléphone enregistreraient tout. Le 20 septembre, à 11 heures du matin, je suis mort d'une crise cardiaque foudroyante à la maison. Docteur Moreau est arrivé à 11h30 avec une ambulance privée. Monsieur Mathieu, j'ai le regret de vous informer que votre père nous a quittés à 11h15. Crise cardiaque soudaine, il n'a pas souffert. Réaction de Mathieu. J'ai entendu par le micro caché. Ah, je vois, c'était inattendu. Aucune question sur mes derniers moments. Aucune question sur la souffrance. Directement, docteur, quelles sont les procédures maintenant? Il faut organiser les funérailles et régler les questions légales. Parfaitement. Merci, docteur. Il a raccroché et a immédiatement appelé Amélie. Chérie, c'est arrivé. Papa est mort. Vraiment? Mon Dieu. Crise cardiaque. C'était rapide. Et maintenant? Maintenant, on est libre, mon amour. Vraiment libre. Libre. Il a appelé ma mort liberté. 2 heures plus tard, il était à la mairie enregistrant ma mort et chez le notaire, confirmant que tous les biens étaient à son nom. Vitesse impressionnante pour quelqu'un en deuil. Cet après-midi-là, à travers les micros, j'ai entendu Mathieu appeler plusieurs acheteurs. « Monsieur le maire, je peux confirmer la vente de la maison pour 1,4 million. Mon père est décédé aujourd'hui. Je dois tout liquider rapidement. » Monsieur Bernard, je confirme la vente des 3 voitures de collection pour 800 000 €. J'ai besoin d'argent liquide urgent. Il liquidait 30 ans de ma vie en 6 heures. Ce soir-là, Mathieu et Amélie ont célébré au restaurant Paul Bocuse. 3 étoiles Michelin, 400 € par personne. À travers son micro, j'ai tout entendu. Amélie, portons un toast à notre avenir. Enfin, chérie, combien on a récupéré? 2,3 millions net. On peut acheter cette maison à Deauville, faire le tour du monde, investir dans ta chaîne YouTube. Mathieu, tu n'es pas triste de la mort de ton père? Amélie, je vais être honnête, je suis soulagée. Il devenait un poids, toujours à contrôler nos dépenses, toujours avec des leçons de morale sur l'argent. Mais il t'a entretenu toute ta vie. Il m'entretenait en me gardant sous une laisse dorée. Chaque euro qu'il me donnait, il le réclamait après avec culpabilité et chantage émotionnel. Ils ont trinqué à ma mort dans le restaurant le plus cher de Lyon. Le lendemain, 21 septembre, Mathieu a organisé mes funérailles comme un événement d'entreprise. Il a appelé Père Lachaise. J'ai besoin de quelque chose de discret mais décent. Mon père n'aimait pas l'ostentation. Mensonge. J'avais organisé des funérailles grandioses pour Françoise en 2007. Cérémonie de 30 minutes, seulement famille et amis proches. Budget maximum, 8 000 €. Pour comparaison, j'avais dépensé 25 € pour les funérailles de Françoise. Mathieu économisait sur mes propres funérailles. Il a invité seulement 40 personnes par email. Henri Dubois nous a quittés le 20 septembre. Funérailles simples le 23, église Saint-Paul, 14 h. Le 22, veille des funérailles, Mathieu est allé chercher mon héritage à la banque. Le directeur, Monsieur Duval. Monsieur Mathieu, toutes mes condoléances. Votre père était client depuis 30 ans. Merci. On doit régler les questions financières urgentes. Bien sûr, vous héritez de 2,1 millions en compte et investissements. Parfait. Je peux transférer sur mon compte aujourd'hui? Bien sûr, mais puis-je demander les projets? Je vais moderniser les affaires de mon père. Il était démodé. Moi, j'ai une vision plus entrepreneuriale. Vision entrepreneuriale de quelqu'un qui n'a jamais travaillé un seul jour. Ce soir-là, Mathieu a posté sur Facebook. Papa est parti pour un monde meilleur. Il va nous manquer, mais on continue en honorant sa mémoire. 47 likes. Le jour de mes propres funérailles, 23 septembre, je me suis habillé comme employé des pompes funèbres, fausse barbe, lunettes, costume noir simple. Je suis arrivé à 13h30 en aidant à organiser les fleurs. Mathieu est arrivé à 14h10, 10 minutes en retard pour mes propres funérailles, conduisant ma Porsche 911. Amélie l'accompagnait, portant une robe noire, mes sacs et chaussures colorés.
Pendant la cérémonie, j'ai tout observé. Le père Muller a fait un discours générique de 8 minutes sur la vie éternelle et le repos mérité. Mathieu a fait un hommage de 4 minutes. Henri Dubois était un homme travailleur et dévoué. Il a construit une entreprise prospère et élevé un fils. Il repose maintenant en paix, sachant que son héritage continue. 4 minutes pour 75 ans de vie. Le moment le plus douloureux fut quand Mathieu s'est approché du cercueil pour un dernier adieu. Je l'ai entendu chuchoter. « Papa, merci pour tout. Maintenant, je peux vivre ma vie sans tes chaînes dorées. » Chaînes dorées. Il a appelé mon amour des chaînes. Sorti de l'église, Mathieu a porté le cercueil sans émotion visible, consultant son portable pendant la marche. Au cimetière, enterrement rapide. Chacun a jeté sa poignée de terre sur le cercueil. Mathieu a regardé sa montre 2 fois pendant la cérémonie. À 15h30, tout était fini. Les invités se sont dispersés rapidement. Mathieu n'a pas organisé de réception post-funérailles. C'est ce que papa aurait voulu, a-t-il expliqué à quelques invités. À 16h, directement du cimetière, Mathieu est allé à la banque transférer mes 2,1 millions sur son compte personnel. À 17h, il était chez Mercedes, signé l'achat d'une SLS AMG à 180 000 €. À 18h, il appelait l'agent immobilier confirmant l'achat d'une maison à Deauville pour 1,2 million. En 4 heures après mon enterrement, il avait dépensé 1,38 million en célébrant ma mort. Ce soir-là, à travers les micros, j'ai entendu Mathieu et Amélie au lit. « Chérie, on est libre, on est riche, on peut faire tout ce qu'on a toujours rêvé. Mathieu, ton père voudrait que tu sois heureux. Amélie, mon père me contrôlait depuis 43 ans. Maintenant je peux enfin être moi-même. » Il faisait l'amour en célébrant ma mort. Pendant les 5 jours suivants, j'ai observé Mathieu liquider complètement ma vie. Maison vendue, 1,4 million, à un acheteur qui a offert de l'argent comptant. Voiture de collection vendue, 800 000 €, à un collectionneur de Genève. Garage mis en vente pour 2,8 millions. Bijoux de Françoise vendus 120 000 € à une boutique de luxe. Total récupéré en 5 jours, 5,12 millions d'euros. Mathieu a liquidé 45 ans de travail en moins d'1 semaine. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est de découvrir ses plans à travers les écoutes. Appel à un conseiller financier. Je veux investir 5 millions dans des fonds internationaux. Planification pour ne plus jamais travailler et vivre de rente. Conseiller, excellente stratégie, monsieur Mathieu. Avec 5 millions bien investis, vous pouvez vivre confortablement sans toucher au capital. Parfait. Mon père disait toujours que le parfait. Mon père disait toujours que l'argent investi, c'est la liberté garantie. Ironiquement, il avait raison. Il utilisait mes propres mots pour justifier sa paresse. Le 28 septembre, exactement 8 jours après ma mort, j'ai organisé ma résurrection. J'ai loué une salle de réunion de l'hôtel Villa Florentine, convoqué Mathieu pour une rencontre avec des conseillers financiers intéressés à l'aider à gérer l'héritage. Il est arrivé à 14h ponctuellement, animé, portant un costume neuf et ma montre Patek Philippe. Quand il a ouvert la porte et m'a vu assis à la table, il a failli s'évanouir. « Papa, mais comment, tu n'étais pas mort ?» C'était une mise en scène, Mathieu, pour découvrir qui est vraiment mon fils. Dans la salle se trouvaient Maître Rousseau, Docteur Moreau, Monsieur Petit et un détective privé qui avait tout enregistré. « Assieds-toi là, on va parler de tes 8 derniers jours. » Mathieu s'est assis, pâle comme un fantôme. « Papa, je ne comprends rien. On m'a dit que On t'a dit que j'étais mort. C'était un test pour voir ta réaction à ma mort. J'ai mis la table pleine de photos, vidéos et transcriptions. Tu reconnais ça? Toi au cimetière consultant ton portable pendant mon enterrement? Papa, je peux expliquer. Explique alors. Explique pourquoi tu as vendu toute ma vie en 5 jours. Explique pourquoi tu m'as appelé Chaîne Dorée. Explique pourquoi tu as célébré ma mort au Paul Bocuse. J'ai montré la photo de lui trinquant au champagne. Ça, c'est toi célébrant ma mort avec Amélie. Mathieu a essayé de se lever, mais Maître Rousseau l'en a empêché. Asseyez-vous, monsieur Mathieu. Maintenant, vous allez écouter. Papa, j'étais en choc, je ne savais pas ce que je faisais.
en choc. Tu as liquidé 5 millions de patrimoine avec une précision chirurgicale. Tu as acheté une Mercedes de 180. Un 200 € en sortant de mon enterrement. C'est ça le choc. J'ai diffusé l'enregistrement de lui trinquant. Amélie, portons un toast à notre avenir. Enfin, on est libre. Mathieu a baissé la tête. Libre de quoi, Mathieu? Du père qui t'a entretenu 43 ans? Du père qui t'a tout donné sans rien demander en retour? Papa, Mathieu, tu as vendu ma maison, mes voitures, mes bijoux, tout ce que j'ai construit en 45 ans de travail, en 5 jours. Et c'est toi qui avais tout transféré à mon nom, pour protéger de la succession si je mourrais, pas pour que tu vendes en pensant que j'étais mort. J'ai montré les contrats de vente. Regarde ici, tu as dit aux acheteurs que j'étais décédé. Tu as menti pour faciliter les ventes. Papa, j'avais besoin d'argent liquide. Pourquoi? Pour ne plus jamais travailler? J'ai diffusé l'enregistrement de lui avec le conseiller financier. Je veux investir pour vivre de rente sans toucher au capital. Tu as entendu ça? Tu avais planifié de ne plus jamais travailler avec l'argent de ma mort. Mathieu a commencé à pleurer. Papa, pardonne-moi, j'ai été cupide, égoïste. Ce n'était pas de la cupidité, Mathieu. C'était de la cruauté. La cupidité, c'est vouloir plus d'argent. La cruauté, c'est célébrer la mort de son propre père. J'ai montré le dernier enregistrement, le plus douloureux. Ici, toi, disant que tu étais enfin libre de mes chaînes dorées. Chaînes dorées, Mathieu. C'est comme ça que tu voyais mon amour? Il sanglotait maintenant. Papa, je ne pensais pas correctement. J'étais confus. Confus. Tu as organisé ma liquidation avec l'efficacité d'une entreprise. Rien de confus là-dedans. Maître Rousseau est intervenu. Monsieur Mathieu, techniquement, vous avez commis escroquerie, faux et usage de faux et détournement de biens. Ce sont des crimes graves. Des crimes qui peuvent donner 8 ans de prison, a ajouté le détective. Papa, qu'est-ce qui va m'arriver? Je l'ai regardé longuement. Mathieu, tu as 43 ans et tu n'as jamais travaillé un seul jour. Tu as vécu comme un parasite de ma sueur. Maintenant, tu vas apprendre ce que signifie travailler. Comment ça? Premièrement, tout l'argent que tu as dépensé ces 8 derniers jours sera remboursé. Mercedes, maison de Deauville, vêtements, dîner, tout. Deuxièmement, tu vas rendre tous mes biens. Maison, voiture, compte bancaire, tout revient à mon nom. Papa, mais certains ont déjà été vendus. Alors tu vas les racheter au prix où tu les as vendus, même si c'est à perte. Avec quel argent? En travaillant. Pour la première fois de ta vie. Troisièmement, l'appartement que je paie pour toi, annulé. L'argent de poche de 5 000 €, annulé. Les cartes de crédit, annulées. La voiture, rendue. Tu as 48 heures pour quitter l'appartement. Papa, tu me mets à la rue. Je te mets dans la vraie vie, Mathieu, celle que vivent 99% des gens depuis 18 ans. Quatrièmement, tu es viré des garages. Je ne veux pas de parasites dans mon entreprise. Papa, comment je vais me débrouiller? En travaillant, en cherchant un emploi comme toute personne normale, en gagnant un salaire par tes propres efforts. Amélie, qui écoutait par téléphone, a crié « Mathieu, c'est de la folie, n'accepte pas ça !» Cinquièmement, Amélie, tu peux lui dire que c'est fini. Sans mon argent, vous n'avez pas d'avenir. Papa, Amélie m'aime. Amélie aime mon argent. Tu veux parier combien de temps elle met à te quitter quand elle découvrira que tu n'as plus rien? Mathieu s'est tu, parce qu'il savait que j'avais raison. Maître Rousseau a continué. Monsieur Mathieu, ne pas vous poursuivre dépend du respect de toutes ces conditions dans les 30 jours. Sinon prison. Et il y a plus, ai-je dit. Tu vas travailler une année entière sans mon aide, sans argent, sans faveur, sans interférence. Tu veux prouver que tu n'es pas un parasite? Prouve en te débrouillant seul. Après cette année, si tu arrives à te maintenir avec dignité, on parlera d'avenir. Si tu n'y arrives pas, je coupe les relations pour toujours. Mathieu était détruit. Papa, je ne sais pas travailler vraiment. Je n'ai jamais appris. Apprends. Tout le monde apprend quand il le faut. Tu n'as jamais eu besoin parce que je résolvais toujours tout. Papa,
1 an, c'est beaucoup. Mathieu, tu as eu 43 ans de vie gratuite. 1 an de vraie vie ne va pas te tuer. Et si je n'y arrive pas, alors ça veut dire que j'ai élevé un bon à rien et je mourrai en sachant que j'ai échoué comme père. Ses larmes étaient sincères maintenant, mais j'étais décidé. Papa, donne-moi une chance plus petite. 6 mois. Non, 1 an complet. Je veux voir si tu arrives à payer loyer, nourriture, transport, tout seul pendant 12 mois. Et toi? Moi, je vais vivre ma vie sans porter un poids mort sur le dos. À 75 ans, j'ai découvert que c'est bien mieux comme ça. Mathieu a tenté un dernier appel. Papa, tu as toujours dit que la famille était plus importante que l'argent. La famille est importante, Mathieu. Les parasites ne sont pas de la famille. Tu as célébré ma mort et liquidé ma vie en 5 jours. Ce n'est pas un comportement de famille. Mais je suis ton fils. Les fils honorent leur père. Ils ne liquident pas leur père. Tu es juste quelqu'un que j'ai porté sur mes épaules 43 ans de trop. Ce jour-là, Mathieu a tout perdu. Appartement, voiture, argent, petit ami et famille. Amélie l'a quitté le jour même quand elle a su qu'il était financièrement instable. Elle a posté sur Instagram. Parfois, on découvre que les gens n'étaient pas ce qu'on pensait. Je passe à autre chose pour de meilleures choses. En 24 heures, elle sortait avec un entrepreneur plus âgé. Mathieu a dû déménager dans une chambre louée à Vaux-en-Velin, le même quartier où j'ai vécu à 22 ans. Ironie de la vie. Il a trouvé un emploi comme vendeur dans un magasin de pièces auto, SMIC, 1398 € net. Première fois de sa vie qu'il se levait à 7 heures pour travailler vraiment. Les premiers mois ont été humiliants pour lui. Il ne savait pas utiliser les transports en commun, cuisiner, laver son linge correctement. Il appelait en pleurant « Papa, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Mathieu, des milliards de gens y arrivent. Toi aussi tu peux. Mais je n'ai jamais appris. Apprends maintenant. Tu as 43 ans, ce n'est pas trop tard. » Par des connaissances, j'ai su qu'il souffrait mais évoluait. Son patron a dit qu'il était travailleur, arrivait tôt, restait tard. Les collègues l'aimaient bien, même en sachant que c'était un fils à papa qui apprenait la vie. En 6 mois, il a été promu superviseur, salaire monté à 1 800 €. Mathieu a commencé à sortir avec Sandrine, infirmière de 38 ans, divorcée avec une fille de 12 ans. Femme simple, travailleuse, qui gagnait sa vie honnêtement. Première fois qu'il sortait avec quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'argent parce qu'il n'avait pas d'argent. « Papa », m'a-t-il dit dans un appel, « Sandrine est différente de toutes les femmes que j'ai connues. Elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et qu'est-ce que tu as maintenant, Mathieu? Rien à part un salaire honnête et l'envie de grandir. Alors elle t'aime pour ce qui compte vraiment. » En 10 mois, Mathieu avait complètement changé. Plus mince, plus fort, plus mûr. Main calleuse du vrai travail. Regard différent, avec l'éclat de quelqu'un qui conquiert les choses par mérite. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. » « Pourquoi tu as mis si longtemps à m'apprendre ça? » « Parce que tu n'as jamais voulu apprendre, Mathieu. J'avais toujours peur que tu souffres. Alors j'ai tout facilité. C'était mon erreur de père. Ces 10 mois ont été plus difficiles que les 43 années précédentes. Mais aussi plus vrais. Oui, pour la première fois, je dors en sachant que j'ai mérité chaque euro que j'ai. Mathieu, il reste encore 2 mois pour finir l'année. Je sais. Et je veux finir. Pas par obligation, mais parce que je veux me prouver que j'y arrive. Et Sandrine, elle veut me présenter à ses parents à Noël. Première fois qu'une petite amie veut me présenter à sa famille, par amour, pas par intérêt. 1 an exactement après avoir commencé à travailler, Mathieu est venu me voir. Il est arrivé en bus, portant des vêtements simples mais propres, apportant des fleurs qu'il avait achetées avec son propre argent. « Papa, j'ai fini l'année. » « Comment tu te sens? » Fatigué, mais fier. Pour la première fois de ma vie, fier de moi-même. « Mathieu, qu'est-ce que tu as appris? » J'ai appris que l'argent a du poids quand on le gagne en travaillant. J'ai appris que les relations basées sur l'amour sont meilleures que celles basées sur l'argent. J'ai appris que tu as toujours essayé de m'apprendre, mais je ne voulais pas écouter. Et maintenant?
Maintenant, je veux être un vrai homme, pas un parasite déguisé. Papa, je peux te demander pardon? Pourquoi? Pour avoir célébré ta mort, pour avoir liquidé ta vie, pour avoir été ingrat après tout ce que tu as fait pour moi. Ces larmes étaient différentes maintenant, larmes d'hommes mûrs, pas d'enfants gâtés. Mathieu, tu es pardonné, mais plus important, tu t'es pardonné. Pas encore complètement, mais j'apprends. Et Sandrine, on va se marier l'année prochaine, cérémonie simple, petite fête, lune de miel en Provence. Tout payé avec notre argent, gagné en travaillant. Et sa fille? Marine, fille incroyable de 12 ans. Elle m'apprend des trucs tous les jours sur la vraie responsabilité. Papa, je peux te poser une question difficile. Vas-y. Tu m'aimes ou tu aimes l'homme que je suis devenu? J'ai réfléchi soigneusement. Mathieu, je t'ai toujours aimé. Mais maintenant seulement je peux te respecter. L'amour sans respect, c'est de la pitié. L'amour avec respect, c'est de la fierté. Et tu es fier de moi? Pour la première fois en 44 ans, je suis fier de mon fils. 2 ans plus tard, Mathieu a ouvert un petit garage spécialisé dans les voitures de collection. Prêt bancaire basé sur son historique de travail, pas sur ma garantie. Papa, tu veux être mon associé? Non, Mathieu, je veux être ton client. Comment ça? J'ai 3 voitures de collection qui ont besoin de restauration. Tu ferais ce travail? Bien sûr, mais comme associé. Comme prestataire de service, Mathieu. Je veux payer le juste prix pour ton travail. Comme ça, tu ne me dois que la qualité, pas la reconnaissance. Il a parfaitement compris. Notre relation était maintenant entre 2 hommes qui se respectaient mutuellement. Mathieu a restauré ma Porsche 911 en 6 mois. Travail impeccable, professionnel, honnête. Il a facturé le prix juste du marché, 35 000 €. J'ai payé avec plaisir, parce que pour la première fois je payais pour le travail de mon fils, pas pour entretenir la paresse de mon parasite. Aujourd'hui, à 77 ans, je vois Mathieu comme un homme accompli. Marié avec Sandrine, beau-père dévoué de Marine, propriétaire d'un garage prospère. Il travaille 50 heures par semaine, gagne un salaire honnête, vit avec dignité. Quand nous nous retrouvons le dimanche, nous parlons comme égaux, pas comme pourvoyeurs et dépendants. Papa, m'a-t-il dit dimanche dernier, merci d'avoir fait semblant de mourir. Pourquoi? Parce que tu m'as montré qui j'étais vraiment, un monstre ingrat, et tu m'as donné la chance de devenir un vrai homme. Mathieu, la fausse mort n'était que du théâtre, la vraie transformation était ton choix. Papa, si tu meurs vraiment maintenant, comment je me sentirai? Comment tu te sentiras? Je pleurerai de nostalgie, pas de soulagement. J'honorerai ta mémoire en travaillant dur, pas en liquidant le patrimoine. J'enseignerai à Marine les valeurs que tu m'as apprises, même si c'était tard. Alors chaque larme de cette leçon difficile en valait la peine. Mon nom est Henri Dubois, j'ai 77 ans. Pendant 43 ans, j'ai entretenu un parasite en pensant aimer un fils. À 75 ans, j'ai découvert la différence entre aimer et gâter, entre aider et nuire, entre être père et être pourvoyeur. La leçon la plus dure que j'ai donnée était aussi le cadeau le plus précieux que j'ai offert, la dignité. Aujourd'hui, mon fils me respecte parce qu'il a conquis le respect de soi. Il m'aime parce qu'il a appris à s'aimer. Et quand je mourrai vraiment, je sais qu'ils pleureront des larmes honnêtes de qui perd un père admiré, pas un pourvoyeur exploité. Parfois, faire semblant de mourir est la seule façon de vraiment vivre. Et parfois, laisser son fils tomber est la seule façon qu'il apprenne à voler. C'est l'histoire la plus douloureuse et la plus importante de ma vie. Une histoire qui peut sauver d'autres familles de commettre mes erreurs. Parce que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la destruction déguisée en affection. Si cette histoire vous a touché, likez maintenant, abonnez-vous à Les Conseils de Papy et commentez votre ville pour me dire d'où vous regardez. Votre soutien m'aide à partager ces leçons de vie qui peuvent transformer des familles entières.